à notre exploration du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, planter un arbre. Ça a l'air tout bête, non? Un trou, on met la plante, un peu d'eau, et c'est bon. Sauf qu'en réalité, c'est un geste super important. Sa réussite au tout début, ça conditionne des dizaines d'années de vie pour l'arbre. On va voir qu'il y a pas mal de détails qui comptent. Alors l'idée, c'est de décortiquer ensemble les étapes vraiment clés, les trucs auxquels faire attention pour être sûr que l'arbre repart bien et pousse sainement. Pourquoi c'est si crucial de ne pas louper ces détails au départ? On n'en fait pas un peu trop des fois? C'est vrai, elle est forte. Mais faut imaginer le choc que c'est pour un arbre d'être transplanté. C'est énorme. Une plantation bien faite, comment dire, c'est la fondation pour sa santé future. Vraiment. Et d'ailleurs, un truc qui fait réfléchir, beaucoup d'échecs, de maladies ou même des arbres qui grandissent mal des années après, souvent, l'origine du problème, elle est là, dans les erreurs faites au moment de planter. C'est la première pierre, quoi. Faut qu'elle soit bien posée. D'accord, la première pierre. Alors on commence par quoi? J'imagine que, comme souvent au jardin, le moment choisi est important. Il y a vraiment une saison idéale pour planter ou c'est un peu une légende de jardinier? Ah non, c'est pas une légende toute, c'est absolument clé. Le moment idéal, c'est la période où l'arbre se repose. C'est ce qu'on appelle le repos végétatif. Donc ça va de l'automne quand les feuilles sont tombées, jusqu'à la fin de l'hiver. Faut juste éviter les jours où ça gèle très fort, bien sûr. D'accord, automne-hiver. Et pourquoi ce moment-là spécifiquement? C'est une question de physiologie en fait. L'arbre dort si on veut. Son métabolisme est au ralenti, il n'a pas de feuilles qui transpirent et qui demandent de l'eau. Du coup, toute son énergie, il peut la mettre où c'est le plus important à ce moment-là. Faire de nouvelles petites racines, s'ancrer dans le sol avant le grand réveil du printemps et les chaleurs de l'été qui demandent beaucoup d'eau. Ah oui, je vois. C'est une question de gestion d'énergie pour l'arbre. Moins de dépenses en eau, plus pour les racines. Logique. Mais bon, on sait comment c'est. Des fois, on a une opportunité, un projet, ça tombe pas pile au bon moment. Qu'est-ce qu'on risque vraiment si on plante, mettons, fin de printemps ou pire en plein été? Ah là, le risque, il grimpe en flèche. Vraiment. Planter un arbre quand il est en pleine croissance, avec toutes ses feuilles qui évaporent de l'eau, surtout s'il commence à faire chaud, c'est lui imposer un stress hydrique énorme. C'est comme nous demander de courir un marathon juste après une grosse opération. L'image est parlante. Et pareil, si on plante pendant qu'il gèle fort, on risque de brûler les racines, qui sont super fragiles à ce moment-là. Le taux de perte est beaucoup plus élevé. Alors, si vraiment on n'a pas le choix, faut sortir le grand jeu, arrosage hyper régulier, abondant, paillage tout de suite, peut-être même un écran pour le protéger du soleil direct, et puis prier un peu. D'accord. Mais franchement, planter pendant une canicule ou un gros coup de gel, c'est quasiment signé pour un échec. C'est noté. Donc patience et respecter le rythme de l'arbre. C'est la base. Alors, passons à l'action. Le trou. On entend toujours dire faut faire un trou assez grand. Ok, mais ça veut dire quoi assez grand? Et la forme du trou, est-ce que ça a une importance? On pourrait être tenté de creuser vite fait, quoi. Oui, c'est tentant, mais faut résister. La taille et la forme du trou, c'est vraiment déterminant. Un trou trop petit, c'est comme nous mettre des chaussures trop étroites. Les racines vont être coincées, elles vont tourner en rond au lieu d'aller explorer le sol autour. C'est pas bon du tout. Ok, pas trop petit. Mais, à l'inverse, un trou beaucoup trop profond, ça peut aussi poser problème. La terre sous la motte peut se tasser, ou alors l'eau peut mal s'écouler au fond. Et ça peut asphyxier les racines. D'accord, alors c'est quoi la bonne taille? La règle d'or? La règle qu'on donne souvent, c'est de creuser un trou qui soit au moins 2 fois plus large que la motte de racine, voire 3 fois si le sol est compact. Par contre, pour la profondeur, on vise à peu près la hauteur de la motte, pas plus. Et il y a un point super important, souvent oublié, le collet. Le collet. C'est quoi ça? C'est la petite zone juste à la base du tronc, là où il commence à s'élargir avant les racines. Eh bien, ce collet doit être exactement au niveau du sol une fois qu'on a fini. Surtout pas l'enterrer, sinon ça risque de pourrir. Et pas le laisser trop haut non plus, sinon les racines du dessus sèchent. Pile au niveau. Ok, 2 à 3 fois plus large, profondeur égale à la motte et le collet pile au niveau du sol, c'est clair. Et la terre qu'on a sortie en creusant, on la remet juste comme ça? J'ai entendu des avis différents là-dessus. Certains disent qu'il faut surtout pas l'améliorer pour que l'arbre s'habitue tout de suite à la vraie terre. C'est un débat intéressant, oui. L'idée de ne pas trop materner l'arbre, pour l'encourager à explorer plus loin, elle se tient. Mais faut aussi être réaliste. D'abord, un truc essentiel, avec une fourche-bêche, il faut bien gratter les parois et le fond du trou. Faut imaginer les racines qui arrivent sur un mur tout lisse et tassé par la pelle. Elles vont avoir du mal à passer. Il faut décompacter ces parois.
Ah oui, déglacer les bords en quelque sorte. Exactement. Ensuite, pour l'amélioration, si le sol est déjà pas mal, on remet la terre telle qu'elle, bien émiettée. Mais si on a une terre vraiment difficile, très argileuse, collante, ou au contraire super sableuse, qui retient rien, là, un petit coup de pouce, c'est pas mal. On peut mélanger la terre sortie avec un peu de bon compost, bien mûr, ou un terreau léger. Ça va juste aider les premières racines à bien démarrer. Juste un coup de pouce, pas un palace. Voilà. Le but, c'est pas de créer une poche de luxe où les racines vont rester. Trop d'amendements, ça peut avoir cet effet pervers. C'est une question d'équilibre, quoi. Équilibre et pragmatisme. Ok. Préparer un bon départ, mais sans créer de dépendance. C'est noté. Parlons des racines maintenant. J'ai lu qu'il fallait parfois les habiller, les tailler un peu avant de planter. Ça me paraît bizarre, ça. Couper ce qu'on veut voir pousser. Oui, ça peut sembler contre-intuitif, c'est vrai, mais c'est une étape importante pour certains types d'arbres. Ça aide à la reprise. C'est surtout valable pour les arbres qu'on achète à racines nues, c'est-à-dire sans terre autour des racines. Ah oui, ceux qu'on trouve en hiver souvent. Exactement. Pour cela, il faut regarder les racines. Celles qui sont cassées, abîmées ou vraiment trop longues, on coupe proprement l'extrémité. Une coupe nette, ça cicatrise mieux et ça encourage l'arbre à faire plein de petites nouvelles racines juste derrière la coupe. On ne raccourcit pas tout, on nettoie, on rafraîchit. D'accord, c'est un nettoyage de printemps pour les racines. Et pour les arbres qui sortent d'un pot, ou ceux avec une motte de terre, on touche à rien? Ah, là, c'est souvent un autre souci qui peut se présenter, le fameux chignon. Le chignon racinaire. Oui. Si l'arbre est resté trop longtemps dans son pot, les racines, elles ont manqué de place. Du coup, elles se sont mises à tourner en rond le long de la paroi du pot. Si on plante l'arbre comme ça sans rien faire, c'est la cata à moyen terme assurée. Pourquoi? Les racines vont continuer à tourner sur elles-mêmes, au lieu d'aller explorer le sol. L'arbre va mal s'ancrer, il va être instable, et il peut finir par s'étrangler lui-même ou dépérir. Ah ouais, quand même. Donc, quand on sort l'arbre du pot, il faut absolument regarder la motte. Si on voit que les racines forment une spirale serrée, il faut intervenir. On essaye de démêler doucement avec les doigts ou un petit outil. Et si c'est vraiment trop compact, faut pas hésiter. On coupe carrément quelques racines verticales sur le pourtour pour casser ce cercle vicieux et les obliger à partir dans la nouvelle terre. Faut oser, quoi. Ça doit pas être facile de défaire ses nœuds, parfois. C'est parfois un peu sportif, oui. Mais c'est vraiment pour le bien de l'arbre, à long terme. C'est salvateur. Le démêlage de chignon, étape musclée mais vitale. Est-ce qu'il y a un petit truc, une astuce de pro pour donner un dernier coup de pouce à ces racines juste avant de les mettre en terre? Oui. Il y a une technique ancienne qui marche très très bien, surtout pour les racines nues. C'est le pralinage. Le pralinage. Ça donne faim. Haha, oui, mais c'est pas comestible. On prépare une sorte de bout liquide, le pralin. Traditionnellement, c'est de l'argile parce que ça retient bien l'eau, mélangé avec de l'eau. On peut aussi y ajouter un peu de compost ou même de la bouse de vache bien décomposée pour les nutriments et les bonnes bactéries. D'accord. Une mixture maison. Et on fait quoi avec? Juste avant de mettre l'arbre en terre, on trempe toutes les racines nues dans ce pralin. Ça enrobe tout. Ça a plusieurs avantages. Ça réhydrate super bien les toutes petites racines fines, les radicelles. Ça fait une couche protectrice qui évite qu'elles sèchent à l'air pendant qu'on manipule l'arbre. Et ça met les racines en contact direct avec un milieu humide et un peu nutritif. Ça favorise la reprise immédiate. C'est comme un soin hydratant et protecteur avant le grand plongeon. Un bain de boue de luxe pour racines. J'aime bien l'image. C'est noté. Bon, alors l'arbre est prêt, le trou aussi. On positionne l'arbre, on remet la terre doucement autour des racines, et là arrive l'arrosage. L'instinct dit, faut mettre beaucoup d'eau. Mais est-ce qu'on peut se tromper en arrosant? Faire pire que mieux? Oh que oui, oui. Le piège, il est double, en fait. Le premier, c'est de ne pas arroser assis, évidemment. C'est la cause numéro 1 de mortalité des jeunes arbres. Mais le deuxième piège, c'est l'excès d'eau. Si le sol est tout le temps gorgé d'eau, détrempé, l'oxygène ne peut plus circuler. Et les racines, elles ont besoin de respirer, comme nous. Donc, trop d'eau, ça mène à l'asphyxie, à la pourriture des racines. C'est aussi mauvais que le manque. D'accord, ni trop peu. Mais juste après la plantation, là, il faut y aller, non? Ah oui, l'arrosage juste après avoir planté, il est capital, même s'il vient de pleuvoir. Il faut vraiment apporter une bonne quantité d'eau. Souvent, on parle de 15-20 litres, voire plus pour un jeune arbre. Ça sert à bien faire coller la terre aux racines, à chasser les petites poches d'air qui pourraient rester. Faut que le contact soit parfait. Un bon plombage à l'eau. C'est ça. Et ensuite, pour les arrosages suivants, la règle, c'est mieux vaut arroser moins souvent, mais beaucoup à chaque fois.
et lentement, pour que l'eau ait le temps de descendre en profondeur. Ça incite les racines à aller chercher l'eau en bas, plutôt que de rester en surface. Un grand bain au début, puis des douches profondes mais espacées. Ok. Et pendant la première année, qui est critique, on vise quelle fréquence à peu près? Et est-ce qu'il y a des astuces pour que cet arrosage soit plus efficace et peut-être plus économe en eau? La fréquence, ça va vraiment dépendre du temps qu'il fait, du type de sol, de la saison. C'est difficile de donner une règle absolue. Mais disons que pour la première année, s'il ne pleut pas de façon significative, un bon arrosage en profondeur tous les 7 à 15 jours pendant la période où l'arbre pousse, c'est une bonne base de départ. Le mieux, c'est encore de gratter un peu la terre pour voir si c'est sec en profondeur. D'accord, faut vérifier. Et l'astuce pour optimiser... L'astuce numéro 1, le truc qui change tout, c'est le paillage. Ah, le paillage, on en entend beaucoup parler. Et pour cause, étaler une bonne couche, genre 5 à 10 cm, de matière organique sur le sol tout autour de l'arbre. Ça peut être des copeaux de bois non traités, c'est mieux, de la paille, des feuilles mortes, du BRF. BRF. Bois raméal fragmenté, c'est du broyat de jeunes branches, très bon pour le sol. Donc on étale ça sur une large zone autour du tronc. Mais attention, sans jamais toucher le collet, la base du tronc, faut laisser respirer. D'accord, pas de pailler contre le tronc. Et ça sert à quoi concrètement? C'est magique. Ça limite énormément l'évaporation de l'eau du sol. Donc on a besoin d'arroser beaucoup moins souvent. Ça empêche aussi les mauvaises herbes de pousser et de faire concurrence à l'arbre pour l'eau et les nutriments. Ça garde le sol plus frais en été, plus chaud en hiver. Et en plus, en se décomposant doucement, ça nourrit le sol. C'est un petit geste qui apporte des bénéfices énormes. C'est vraiment l'allié numéro 1 du jeune arbre. Le paillage, j'achète. C'est convaincant. On passe à un autre accessoire qu'on voit souvent, le tuteur. Est-ce qu'il en faut toujours un? Et surtout, comment on fait pour qu'il aide l'arbre sans lui faire de mal? J'ai l'impression d'en voir parfois qui ont l'air d'étrangler l'arbre. Oui, votre impression est souvent juste. Un tuteur mal mis ou laissé trop longtemps, ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose. D'abord, il n'est pas toujours nécessaire. Son but, c'est juste d'aider l'arbre à rester droit et stable face au vent, le temps que ses racines s'ancrent bien. C'est surtout utile pour les arbres avec un tronc encore fin, ce qu'on appelle les arbres en tige, ou si on plante dans un endroit très venté. D'accord. Et le problème, c'est le lien qui attache l'arbre au tuteur. Exactement, c'est le point critique. Si le lien est trop fin, trop rigide ou s'il est trop serré, ou si on oublie de le desserrer au fur et à mesure que le tronc grossit, eh bien il va finir par blesser l'écorce. Il va comprimer les tissus juste en dessous, ce qui transporte la sève. C'est comme un garrot. Ah oui, ça coupe la circulation. Voilà. Et cette blessure, c'est une porte d'entrée pour les maladies, les champignons. Et il y a un autre effet, plus subtil. Un arbre qui est tenu trop fermement par un tuteur, il ne développe pas bien la force de son propre tronc. Comment ça? Il a besoin de bouger un peu avec le vent, d'avoir une petite flexion. Ça le stimule à fabriquer du bois plus résistant, à renforcer son tronc. C'est un phénomène qu'on appelle la tigmomorphogénèse. La tigmomorphogénèse, le fait de bouger le rend plus fort, c'est fou. Oui, c'est un peu comme nous avec nos muscles. Si on ne les sollicite pas, ils s'atrophient. L'arbre, c'est pareil. Il a besoin de ces petites contraintes pour devenir costaud. Donc si on met un tuteur, comment on fait bien? Alors, si un tuteur est nécessaire, souvent, un seul suffit. On le plante un peu en biais, face au vent dominant si possible, à environ 30 ou 40 cm du tronc, pas collé contre. Et pour la tâche, on utilise un lien spécial, souple et large. Il existe des liens en caoutchouc ou des sangles prévus pour ça. Surtout pas de fil de fer ou de ficelle fine. On fait la tâche en forme de 8 entre le tronc et le tuteur. Ça évite le frottement direct et ça laisse un peu de jeu à l'arbre pour bouger. En forme de 8, d'accord. Et le plus important, on vérifie régulièrement que ça ne serre pas. Et surtout, on enlève le tuteur dès que l'arbre tient bien tout seul. En général, après 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Ce n'est qu'une aide temporaire, une béquille. Une béquille temporaire, pas un corset à vie, c'est clair. Bon. Alors, on a planté au bon moment, dans un bon trou, on a préparé les racines, on a arrosé, paillé, peut-être mis un tuteur. Est-ce qu'on peut enfin souffler et le laisser tranquille, enfin, laisser faire la nature? On peut souffler un peu, oui. Mais il faut garder un œil dessus, surtout la première année et même la deuxième. L'arbre, il est encore en train de s'installer. Il est plus fragile, plus sensible au stress. Il faut rester un peu vigilant. Vigilant à quoi? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Il faut observer l'état général de l'arbre. Est-ce que les feuilles ont une belle couleur? Est-ce qu'elles ne jaunissent pas bizarrement en pleine saison? Est-ce que l'arbre a l'air flétri même après un arrosage? Est-ce qu'on voit apparaître des taches suspectes sur les feuilles ou le tronc? Des petits trous, des insectes en masse? Tout ça, ce sont des signaux d'alerte. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et si on voit un de ces signaux, on fait quoi? On panique? On sort les produits chimiques?
Surtout pas de panique et pas de chimie d'emblée. La première chose, c'est d'essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est un problème d'arrosage, trop d'eau ou pas assez? On vérifie l'humidité du sol. Est-ce que l'eau s'écoule bien ou est-ce que ça stagne? Est-ce qu'on voit des pucerons, des chenilles? Est-ce qu'il y a des signes de maladie, comme de la poudre blanche, des taches noires? Souvent, juste en ajustant l'arrosage ou en améliorant un peu le drainage si besoin, ça règle le problème. Si une branche est clairement malade, on la coupe proprement. Et les engrais, ça peut aider un arbre qui a l'air faible? Il faut être très prudent avec les engrais sur un jeune arbre, surtout les engrais chimiques rapides. Ça peut être trop fort, ça peut brûler les jeunes racines fragiles. Si on pense qu'il y a une carence, mieux vaut apporter un peu de compost bien mûr en surface ou un engrais organique doux, qui se libère lentement. Mais la clé, c'est vraiment l'observation régulière pour pouvoir agir vite et de façon ciblée, sans forcément sortir l'artillerie lourde. D'accord. Une surveillance douce, mais attentive, et des réactions mesurées. On a fait un bon tour de la technique de plantation, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être oublié quelque chose d'essentiel, quelque chose qui se passe bien avant de prendre l'appel, le choix de l'arbre lui-même. Est-ce que ce n'est pas ça, au final, le plus important? Vous mettez le doigt sur le point fondamental. C'est peut-être l'erreur numéro 1, celle qui est la plus fréquente et la plus difficile, voire impossible à corriger après coup. Planter un arbre qui n'est pas fait pour vivre là où on le met, c'est la recette pour avoir des problèmes constants. On va devoir se battre pour le maintenir en vie, il sera toujours chétif, malade, ou alors il va juste mourir. C'est vraiment la base de tout. Le bon arbre au bon endroit. Exactement. Avant même de penser au trou, il faut analyser l'endroit où on veut planter. C'est quoi le climat ici? Est-ce qu'il gèle fort l'hiver? Est-ce qu'il fait très chaud et sec l'été? C'est quoi la nature du sol? Plutôt acide ou calcaire? Lourd et argileux ou léger et sableux? Est-ce que l'eau s'écoule bien? Quelle est l'exposition? Plein soleil toute la journée? De l'ombre? Mi-ombre? Et un truc crucial qu'on oublie souvent, quelle taille fera cet arbre quand il sera adulte? Pas juste dans 1 an ou 2, mais dans 20 ou 50 ans. En hauteur, mais aussi en largeur. Ah oui, l'envergure. Et aussi l'ampleur de ses racines. Certaines espèces ont des racines très puissantes qui peuvent aller loin et soulever des dallages, abîmer des fondations ou des canalisations. Planter un magnifique cèdre du Liban dans un tout petit jardin de 50 mètres carrés à côté de la maison, c'est une très mauvaise idée à terme. C'est sûr que ça demande réflexion. Ça paraît tellement évident et pourtant on voit souvent des arbres mal placés. Alors comment on fait ce choix-là? Comment on sait quel arbre est le bon pour chez soi? La première chose, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi. Quels sont les arbres qui poussent bien, qui sont beaux et en bonne santé dans les jardins du quartier, dans les parcs, dans les haies naturelles aux alentours, qui ont à peu près le même sol et la même exposition? C'est une mine d'or d'informations locales. Observer ce qui marche déjà. Voilà. Ensuite, faire une petite analyse de sol, même simple pour connaître le pH, acide ou calcaire, et la texture, sable, limon, argile. Ça peut éviter de grosses erreurs. Ce n'est pas très compliqué. Et puis, il faut se renseigner. Il y a de très bons livres, des sites internet fiables, et surtout, il faut parler avec des professionnels compétents. Les pépiniéristes locaux, les vrais, ceux qui produisent ou qui connaissent bien leur région, ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas sur le terrain. Et enfin, lire attentivement les étiquettes sur les plantes. Elles donnent des infos clés sur les besoins de l'arbre et sa taille adulte. Faut pas juste regarder la photo. C'est un vrai travail d'enquête, en fait, avant l'achat. C'est ça. C'est cet investissement de temps en amont qui est la meilleure garantie d'avoir un bel arbre, en bonne santé et sans souci pour des années. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, pour qu'un arbre démarre bien et ait une belle vie, il faut penser à toute une chaîne d'attention. Choisir le bon moment, choisir la bonne espèce pour le bon endroit, ça c'est primordial. Préparer le sol et le trou avec soin, ni trop ni trop peu. Accueillir les racines correctement, les démêler ou les praliner si besoin. Gérer l'eau intelligemment, surtout au début, avec l'aide précieuse du paillage. Mettre un tuteur si c'est vraiment utile, mais pas pour toujours et correctement. Et puis garder un œil bienveillant sur lui des premières années, observer les signes. C'est une excellente synthèse, tout à fait. Chaque étape bien faite prépare le succès de la suivante. C'est un cercle vertueux. Un arbre qui prend un bon départ, il va faire des racines solides et profondes. Il sera plus fort, plus vigoureux. Il résistera mieux aux difficultés qui arriveront forcément un jour. Une sécheresse, une attaque de bestiole, une maladie. Et il pourra vraiment grandir et devenir le bel arbre qu'il est censé être. C'est un investissement en temps et en attention au début, mais qui est payant pendant des décennies. Oui, on comprend bien que c'est beaucoup plus qu'un simple geste technique ou juste pour faire joli. C'est vraiment un investissement dans la vie
pour la biodiversité autour de nous, pour notre cadre de vie, et même pour le climat à notre petite échelle. Exactement. Et puis, il y a la satisfaction personnelle, voir grandir, année après année, un arbre qu'on a planté soi-même, en sachant qu'on lui a donné les meilleures chances possibles. C'est assez formidable, non? Si, tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite réflexion qui va au-delà de la technique. Planter un arbre, c'est un peu comme commencer une très longue relation. On l'a vu, ça demande de l'attention au début, mais ensuite, comment est-ce qu'on vit avec cet arbre? Comment est-ce qu'on observe son évolution au fil des saisons, des années, des décennies? Qu'est-ce que cette présence lente, stable, résiliente peut nous apprendre sur notre propre rapport au temps, à la nature, à la vie qui nous entoure? C'est peut-être ça la question suivante. Voilà. C'est ici que se termine notre exploration sur l'art et la science de bien planter un arbre. Merci beaucoup pour tous ces éclairages passionnants et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans un autre sujet.